People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur, je n'ai pas commencé, voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. Aujourd'hui, on s'intéresse aux 4 fantastiques chez les poids lourds, Luis Ortiz, notre pote Parker, Joshua et Deontay Wilder. Et pour ce faire, pour la première fois à l'écran, Polydamas, bonjour. Il est là. Salut. Alors, on va commencer tout de suite par le premier combat, donc dans l'ordre chronologique, qui arrive tout début mars. Donc le fameux Ortiz contre Wilder, Barclays Center, dans la nuit du 3 ou 4, du 2 ou 3, du 3 au 4, pardon. Du 3 au 4 en France, à partir de 2h55 sur Beansport si vous êtes en France, ou sur d'autres sites sombres de streaming. Alors ce combat-là, Bah, c'est un des combats, je pense, les plus attendus dans la catégorie lourde. Et c'est en plus un combat, franchement, qui a eu du mal à se faire. Hein. Ouais. C'était déjà prévu début novembre, mais notre fameux pote, notre fameux Ortiz, invaincu comme Wilder, était encore tombé pour stéroïdes. Finalement, l'organisation, donc la WBC, a fait preuve d'indulgence. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils lui ont juste infligé une amende de 20 000, 30 000 $. Il a pu combattre début décembre. Est-ce que toi, par rapport à ça, par rapport à ce nouveau test antidopage, est-ce que par rapport à Ortiz, ça laisse quand même pas mal de doutes ? Bah, alors bon, déjà, c'est pas stéroïde cette fois-ci. Il avait déjà plongé pour stéroïde en 2014 et ça lui avait d'ailleurs valu que sa victoire sur Coyote soit overturn en no contest. Mais là, en fait, c'est un produit alors je connais que dalle, donc c'est juste un produit qui est utilisé pour maquiller les stéroïdes. Lui, il a allégué que c'était parce qu'il avait des problèmes de pression sanguine, mais il n'a pas fourni d'excuses médicales et tout. La WBA lui a collé une sanction et lui a dit qu'il pourrait plus combattre pour le titre. Mais la WBC, parce qu'en fait, il y a plusieurs fédérations, c'est là où c'est un peu de la magouille, tu vois, a dit, bah, c'est pas grave, il peut combattre, tu vois. Donc, c'est un peu du pragmatisme. On veut le voir combattre, mais en fait, il y a même pas d'excuses, il y a même pas de B-sample ni rien, tu vois. En fait, c'est juste, bon, bah, vas-y, amène, tu peux combattre, tu vois. Donc, mais bon, il combat, quoi. C'est ça qui est cool, tu vois. Genre. C'est le principal. Donc, d'un côté, Luis Ortiz, cubain, 28-0, 38 ans. De l'autre, Deontay Wilder, 32 ans, 39-0, et américain donc. Ortiz qui a commencé sa carrière professionnelle assez tard, comme beaucoup de Cubains. Est-ce que ça peut jouer au niveau du mile age, ou est-ce que son âge par rapport à Deontay Wilder pourrait avoir un impact ? Moi, je pense que l'âge va avoir un impact parce que, pour ceux qui suivent ses combats, il a ralenti. Il a même ralenti le rythme où il combattait. Il combat presque une fois par an maintenant. Et c'est un peu comme Guillermo Rigondeaux, quoi. On peut pas vraiment savoir où il en est d'un combat à l'autre parce que, en gros, il vieillit quand même. Et 38 ans, c'est super vieux pour la boxe. Peut-être boxe poids lourd, ça va, mais c'est quand même super vieux pour la boxe. Donc ça doit jouer. En plus, il a une énorme carrière amateur. Il a plus de 300 combats, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc je pense qu'il y a du mid-age, même s'il a jamais été, à ma mémoire, mid-knockdown ou s'il a jamais été vraiment blessé dans un combat, tu vois. Il y a du mid-age. Et ça jouera contre lui, ça c'est certain. Après, à quel niveau, c'est l'inconnu, tu vois. Et donc maintenant, place à la technique. Wilder qui fait un peu n'importe quoi, mais qui fonctionne toujours, hyper agressif lors de son dernier combat contre Steven. Steven qui avait été le premier et donc dernier à avoir amené Wilder à la décision, qui a tenu moins d'un round en se faisant rouler dessus. Et de son côté, Ortiz contre un adversaire certes beaucoup moins prestigieux, a accordé un round et demi. Ouais, bon, le dernier combattant qu'il a fait, c'était clairement un gimme fight pour se spice up, tu vois, le combat contre Wilder. Daniel Mars, c'est un journeyman, quoi. Il a pas vraiment d'envergure. Il est grand. C'est pour ça qu'en fait, je pense les managers d'Ortiz ont dû accepter ce combat-là parce que ça le prépare un peu contre Wilder, même s'ils n'ont pas du tout le même style, Wilder et Mars, tu vois. Et non, techniquement, c'est intéressant parce qu'on a un mec qui est ultra agressif. D'un côté avec Wilder qui n'est pas tout le temps très conventionnel ni très propre, et de l'autre on a vraiment peut-être le meilleur counter-puncher des poids lourds actuels en fait. Donc c'est des styles qui vont vraiment bien rentrer l'un dans l'autre, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que ce combat est un peu finalement dans l'ombre du Joseph Parker Anthony Joshua ? Parce que là il y a 2 invaincus, comme on l'a dit, c'est les 4, les 4 qui restent, c'est le haut du panier.
Bah, en fait, je pense que ça tient à Ortiz, tout simplement, parce que Ouais. Parker et Joshua sont tous les deux stars. Alors qu'Ortiz, à part ceux qui aiment vraiment la boxe et qui aiment le style et qui font Mhm. abstraction de ses affaires, du fait qu'ils sont un peu vieux et tout, bah, c'est pas vraiment une star, c'est plus un dark horse, quoi. C'est un mec que personne veut vraiment combattre. Je pense pas qu'il engrange énormément de pay-per-view quand il combat. Donc en fait, il faut deux personnes pour faire un combat. Et bon, sur le plan de vue stylistique, ça va faire un super combat, je vous l'annonce tout de suite. Mais sur peut-être la fame qui s'en dégage, c'est moins brillant, moins flamboyant que Parker contre Joshua. Il- Donc voilà. Ça ira à la décision ou ça va se terminer par KO? Bah alors moi, si on me demande l'avis, si tu veux, les deux styles ne sont pas des styles qui vont à la décision. C'est des gens qui ont pas été à la décision pour des raisons différentes. Et surtout, je pense que c'est des styles qui vont très bien l'un dans l'autre en fait. Enfin, tous les deux en fait, ils ont les armes pour exploser l'autre en fait. Enfin, Ouais. d'un côté, on a un Wilder qui est excellent contre les gauchers parce qu'il a une droite enfin un bras arrière si vous préférez, qui est très fulgurant et ça marche très bien contre les gauchers. Et de l'autre, du coup un Ortiz qui a un des meilleurs jeux de contre actuels, je pense le meilleur jeu de contre, et qui du coup crée des collisions. Et quand tu crées des collisions, c'est-à-dire que tu pièges la personne pour qu'elle rentre dans ta garde et que tu la contres, bah, tu as une telle puissance de frappe, il n'a même pas besoin d'être vraiment puissant, c'est juste la collision, tu vois, qu'en fait, en gros, bah, il a beaucoup de finish. Donc les deux, ce sera... c'est super intéressant et ça ira pas à la décision, ça c'est certain. Tu vois. Surtout face à un Wilder qui a une superbe défense, hein, qui ne laisse jamais son menton ouvert. Est-ce que par rapport à ça, Wilder pourrait perdre? Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, enfin, grosso modo, sur ces deux combats-là qui apparaissent comme des demi-finales avant la finale annoncée entre les deux vainqueurs, les gens voient déjà un Joshua Wilder. Mais est-ce que Ortiz, on a tendance à l'oublier, est quand même très gros outsider? Non, je suis tout à fait d'accord. Les gens veulent voir Wilder Joshua, et je comprends, c'est les deux grosses stars de la boxe poids lourde. Après, je pense que balayer Ortiz comme ça, c'est une grave erreur. Techniquement, il est bien meilleur que Wilder. Hein, ça, je pense que personne ne le nie. Après, Wilder a cette capacité en fait je sais pas, enfin, à exploser, tu vois, sur certains coups et sur certains enchaînements. Et en fait, il est tellement peu conventionnel que les boxeurs qui sont peut-être plus techniques que lui, plus conventionnels, sont surpris par ce qu'il tente. Il tente des choses, en fait, que des gens ne vont pas tenter, tu vois. Et parce que c'est pas ce qu'on t'a appris dans l'école de boxe, c'est pas les fondamentaux, en fait. Mais lui va le faire parce qu'il a les capacités athlétiques pour le faire. Et donc, un mec qui est ultra classique, en fait, dans son style, comme Ortiz, tu vois, il est quand même très classique, très fondamental. Bon, il a le style cubain, trait de profil et tout, mais c'est quelqu'un qui est très fondamental dans son style. Bah, peut-être il n'a pas eu cette habitude de rencontrer des mecs qui présentaient le savant cocktail, si tu veux, d'athlétisme, de présence physique, de confiance en soi et aussi d'attaque non conventionnelle. Donc c'est pour ça que ce match il est très très difficile à prévoir, mais balayer Ortiz c'est quand même assez fou quand tu vois le style d'Ortiz. Le Ortiz est quand même redoutable, surtout contre un mec justement t'as dit qu'il n'a pas une très bonne défense et qui a tendance à s'abandonner un peu à une furie, tu vois genre. Et donc je pense que Ortiz, il a grave ses chances. Mais c'est hyper risqué en plus pour Wilder de prendre ce combat-là. Parce qu'il aurait pu éventuellement attendre Joshua. Là, il risque tout contre un gars que personne ne connaît, comme tu l'as dit, à part les gens qui s'intéressent à la boxe. Qui en plus est cubain, donc niveau bankable et puis célébrité, ne risque rien de ce côté-là. Je veux dire, si Ortiz perd là entre les soupçons de dopage et ce qu'il y a eu avant, je veux dire, personne ne lui en tiendra rigueur. Et donc là, ça peut être assez compliqué. Moi, vraiment, ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est je vois mal Wilder tenir face à Ortiz, qui est quand même extrêmement puissant et qui risque de le toucher. Parce que ne serait-ce qu'au niveau du gabarit... Ouais, en plus, il y a un truc qui joue, c'est qu'Ortiz, les gens se rendent pas compte, mais c'est celui qui a la plus grande allonge en boxe. Il est peut-être pas le plus grand, je crois qu'il fait 1m93 ou 94, donc il est quand même bien plus petit que Wilder, mais il a la plus grande allonge en fait en boxe. Donc c'est un mec qui est difficile à combattre, c'est un peu à la Sonny Liston, quoi. Et c'est pas le plus grand, mais c'est celui qui a la plus grande allonge, donc ça trouble beaucoup les gens. Et il a un jeu qui est très poli en fait pour un heavyweight. C'est rare de voir ça. Moi, je regardais ses derniers combats notamment contre David Allen. Ouais. Le mec, c'est pas tout faire, mais en gros, il est capable de combattre à courte distance et d'avoir un bon jeu de défense, tu sais, avec son épaule, tu vois, pour esquiver les coups en mode finichel, tu vois. Et il est capable en même temps de se déplacer, de désaxer en reculant. C'est des choses que les gens ne font pas trop en poids lourd.
Donc du coup, et puis là, c'est cette gauche de l'enfer. Et petit insight, si vous avez le temps sur YouTube, regardez le sparring entre entre Wilder et David Haye. Et en fait, Wilder se fait toucher plusieurs fois en contre de la gauche par David Haye. Et ça, contre Ortiz, ça passe pas. Ça passe pas. Enfin, je le dis clairement. Bon, alors là, on vient un peu d'enterrer notre cher Wilder. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qui peut gagner ce combat-là ? Parce que là, au niveau de la défense, au niveau de la technique, il se fait manger. Enfin, il se fait manger. Il est inférieur. Ce qui peut marcher, c'est ce que j'ai dit, c'est son athlétisme en fait, qui est quand même très difficile à prévoir. Ouais. En fait. C'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que c'est très subjectif en fait l'appréciation qu'on va avoir de l'athlétisme de Wilder. Autre chose, c'est que dans les trucs techniques qu'il fait bien, il a un des meilleurs bras arrière du game. Et ça, dans les oppositions gaucher-droitier, enfin fausse patte et orthodoxe, c'est ce qui marche le mieux en fait. Parce qu'en fait, quand tu es en orthodoxe, c'est-à-dire quand tu as ta jambe gauche devant et ta jambe droite arrière et que c'est ton bras arrière qui frappe, tu es dans l'ouverture en fait de la fausse patte, qui lui est donc dans le sens opposé, qui a donc sa jambe droite devant. Donc il est découvert contre ta droite. Et ça, c'est un truc qu'il fait très bien. Et en fait, ce qu'on peut observer chez Ortiz, c'est qu'il n'a pas un cardio de ouf. C'est-à-dire parfois il va exploser, il va danser un petit peu autour du ring et tout. Et sur certains rounds, il va prendre des pauses. Et là, en fait, à partir du moment où son jeu de défense, c'est essentiellement sur le footwork, Ortiz, sa principale ligne de défense, c'est son footwork, comme il fatigue, son footwork devient moins vif, et là, il peut se faire toucher. Et je pense que si, en fait, Wilder est suffisamment sage pour pas exploser dès le premier round, au moment où Ortiz est vraiment le plus dangereux, et faire un peu endormir Ortiz, peut-être en agissant un peu moins qu'à l'habitude, et sur les rounds 4, 5, 6, il peut exploser sur une droite et il peut décapiter Ortiz. Vraiment, ça, ça peut se voir, tu vois. Ouais, ça, je peux se... Ortiz, il s'est fait toucher plusieurs fois comme ça quand il commence à ralentir un peu le rythme. Bon, il a un putain de menton, je l'ai jamais vu vraiment wobble ou un truc comme ça. Mais ça, c'est une des clés, je pense, de la possible victoire de Wilder, je pense. Et tu parlais du reach, c'est vrai que pour la première fois de sa carrière, Wilder aura pas cet avantage-là face à un adversaire. Ça, pour moi, ça peut quand même changer beaucoup de choses, parce que c'est vrai que niveau technique, généralement, il est en désavantage il a un gros désavantage par rapport à ses adversaires, mais là, cet aspect physique, il l'aura même pas pour lui. Donc, et c'est vrai que Ortiz pourrait se donner de l'air lors de ses pauses par rapport à ça, tu vois. Mais c'est ce qui fait très bien Ortiz. En plus, Ortiz, pour le coup, c'est vraiment un excellent gaucher, un excellent fausse patte, parce qu'il a ce style cubain. J'ai eu la chance, en expérience personnelle, de m'entraîner avec un Cubain en boxe anglaise, et c'est des drills qu'ils font souvent. Par exemple, juste se battre avec juste un point, chercher juste à utiliser juste le bras avant, toucher. En fait, il y a tout un jeu en fait du jab. Normalement, tu sais, quand tu es gaucher contre droitier, ton jab, tu as du mal à le placer parce que les bras avant des deux personnes se croisent. Mais en fait, ce que fait très bien Ortiz, comme il a une très grande allonge, c'est de toujours avoir sa main avant au-dessus de la main avant de l'adversaire pour la rabattre un peu, pour l'étouffer en fait, et pour garder ses distances. Et ça, il est excellent là-dedans, et dans tous ses combats, c'est ce qu'il fait. Et en fait, il place sa gauche après, tu vois. Et donc, je pense que Wilder n'a jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça, n'a jamais rencontré quelqu'un qui avait cette capacité-là. Donc, effectivement, il devra s'adapter, et ça va être très intéressant de voir comment il va réagir par rapport à ça. Alors, le prono avant le podcast, puisqu'on fera un podcast de preview du duel, mais prono aujourd'hui sur ce combat. Alors, je comprends tout à fait pourquoi Wilder est favori. Je pense qu'il est favori. Parce qu'en fait, il a tout. Il a la jeunesse, il est vraiment en confiance, il a une putain de winning streak de malade. Et en plus, il combat régulièrement. Donc ça, c'est un énorme avantage. Vraiment, c'est un des plus gros avantages. Alors qu'en fait, le X-Factor, l'inconnu, elle réside plutôt du côté d'Ortiz. On ne sait pas dans quel niveau il va arriver. En plus, je soupçonne qu'Ortiz va un peu couper tous les produits qu'il utilisait pour s'aider, pour être sûr de ne pas popper. Donc, il va forcément arriver dans une forme qui sera moindre dans son combat contre Wilder. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Après, moi, j'ai tendance à penser, c'est mon défaut, à privilégier la technique. Et je pense qu'en fait, techniquement, Ortiz, c'est trop pour Wilder. Et en plus, Wilder n'a jamais rencontré ça, et ça va lui faire bizarre en fait de se faire contrer régulièrement, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, mon prono personnellement, je sais que je vais choquer des gens, je suis un peu avec le Dark Horse là, de ce côté-là, et je pense que Ortiz gagne par KO 5e, 6e round en contre, je pense. Sachant que oui, aussi ce qu'il faut dire, c'est si jamais le combat va à la décision, il y a très peu de chances que ça arrive, ça ira forcément vers Wilder, à moins d'une énorme démonstration.
Ouais, il faut vraiment qu'Ortiz enchaîne les knockdowns. Parce que si jamais ça va à la décision et que c'est un peu partagé, un peu ric-rac, c'est sûr que Wilder aura le combat parce que ça fait plus sens d'un point de vue business qu'ils combattent ensuite. Et puis c'est Joshua. à New York, enfin bon. Tout Donc est là ça, c'est pour... certain. Mais je pense pas qu'en fait ça aille à la décision. Je pense vraiment pas. Enfin, Je te suis sur ce combat-là. Ça, je pense que Wilder, ça va lui faire bizarre parce que plus gros combat de sa carrière qui arrive. Dans son état d'esprit, il a déjà gagné, je pense, et Ortiz a presque rien à perdre. Et c'est vrai que niveau technique, niveau des pauses, je pense que ça va être de trop. Je pense vraiment que ça va être de trop. Et là, comme en plus, il a l'avantage athlétique, mais au niveau dans ce qui est purement physique, donc taille, allonge, je pense que ça va être rédhibitoire. Donc voilà. Et l'autre combat qui arrive, 31 mars, au Pays de Galles, entre notre ami Joseph Parker, qui a le même âge que Tony Yoka, et Anthony Joshua, donc qui s'affrontent pour 4 ceintures. Donc la ceinture de Parker et les 3 de Joshua, qui est l'autre combat éventuellement plus attendu dans nos contrées, puisqu'en plus Tony Yoka est le sparring de luxe de Parker. Ouais, d'ailleurs j'ai été très surpris pour ça parce que si moi je devais combattre Joshua, je prendrais peut-être pas Tony Yoka comme ils ont pas du tout le même style. Ouais. Je pense qu'en fait il a juste voulu prendre quelqu'un qui était grand et qui était longiligne pour en fait apprendre à casser la distance et tout. Mais il y a des gens dehors qui ont un style beaucoup plus proche de celui de Joshua que Yoka. Enfin ils ont vraiment pas le même style de boxe. Donc j'étais un peu étonné, mais bon pourquoi pas. Enfin et puis c'est surtout cool pour Yoka de travailler avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience en pro, quoi. Enfin, ça c'est clair. Donc encore un duel d'invaincus, d'un côté 24-0 pour Parker, de l'autre 20-0 pour Anthony Joshua, champion olympique de manière un peu chelou, bénéficiant de l'avantage maison en 2012. Pourtant, même s'il a plus d'expérience, notre cher Parker, c'est vrai qu'il a combattu que des nobody pour l'instant. Enfin, ouais. Sur ses derniers combats, le niveau a un peu step up. Il a combattu le frère, je crois que c'est le frère de Tyson Fury, Ugi Fury. Depuis qu'il est champion, finalement, qu'il a récupéré la ceinture. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, Andy Ruiz qui est pas mauvais non plus. Donc il a step up le niveau, mais c'est vrai que pendant un moment, il avait rencontré personne. Hormis Carlos Takam, il avait vraiment rencontré personne. Donc ça c'est un match moi personnellement qui m'excite un peu moins parce que pour le coup je trouve que c'est beaucoup moins serré que l'autre. Oui. On sait presque tous quelle va être l'issue. C'est clair, je veux dire on peut encore se planter mais ça me paraît énorme parce qu'il y a là pour le coup il y a un différentiel physique et il y a un différentiel aussi technique qui est énorme et d'expérience qui est énorme entre les deux boxeurs. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'en fait c'est en vase clos. Mais l'évolution de Joshua sur les derniers combats, elle est quand même assez dingue. Tandis que moi, je trouve que l'évolution de Parker, elle est plutôt mauvaise parce que ces derniers combats, ils n'étaient pas convaincants, quoi. Enfin, vraiment pas. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus que Joshua, qui avait été assez critiqué après sa victoire sur Takam, c'était quand même un combat en short notice contre un Takam qui est dans le gratin mondial. Ouais, non, c'est clair. Je sais pas si c'est un top 10, mais si, ça doit être un top 10. Top 10 ouais, top 10. Ouais, et puis bon, il a géré le combat, quoi. Il a bien fait. On peut ne pas être d'accord avec la fin, on en avait déjà parlé, mais de toute façon, il faut être honnête, le combat, il le gagnait très très largement, tu vois. Et en short notice, assurer ça contre un mec comme Takam, c'est vraiment pas mal. Parker, en fait, c'est dommage parce que il a un truc que j'aime bien, il a un style. Alors, je sais pas si c'est sur ses derniers combats qu'il a développé ça ou si c'est un truc qu'il fait depuis longtemps parce que j'ai pas trop suivi sa carrière dans ses débuts. Il a un style un peu à la Joe Louis. Alors ça fait un super compliment. C'est-à-dire il est très très conventionnel dans le sens où en fait il va vraiment avoir par exemple les épaules juste en dessous de ses pieds, c'est-à-dire en fait pas avoir une garde trop large, et ce qui lui permet en fait d'avancer et de frapper quasiment à la même vitesse. Quand on a une garde qui est plus ample, on va avoir des coups qui vont être plus puissants, mais on va moins pouvoir se déplacer, ça va être moins facile. Tandis que quand on a une garde qui est plus resserrée, on va pouvoir se déplacer plus facilement, mais en fait, nos coups vont manquer de puissance. Donc lui, il a vraiment le côté très conventionnel d'avoir vraiment ce qu'on t'apprend dans l'école de boxe, les pieds en dessous des épaules. Et en fait, il a cette garde où en fait, il va mettre sa main devant un petit peu, les coudes vraiment le long du corps. Et ce qu'il cherche surtout, c'est pas vraiment de faire des head movements pour éviter les coups, mais c'est de les attraper un peu et puis direct d'enchaîner sur des combinaisons. C'est un style qu'on voit plus trop en poids lourd. Et en fait, lui, il a vraiment ce style-là, donc j'aime bien ça. Après, le problème, c'est que le gros défaut qu'il a, c'est qu'il n'a pas de pouvoir de KO. Voilà, bon. Donc, ça, contre un mec comme Joshua, qui a été capable de prendre les meilleurs coups de Vladimir Klitschko,
Ça sent pas bon, quoi. Ça s'annonce très compliqué. Donc oui, vraisemblablement, est-ce qu'on peut dire que Parker, sur les 4 qu'il y a là, c'est quand même le plus faible des 4? Alors je vais mettre une petite parenthèse. Pour moi, parce que je pense que c'est style makes fight. Ouais. Je pense que contre Wilder et Joshua, il a aucune chance, Parker. Vraiment, hein, je donne mon avis. C'est juste trop, tu vois. Mais en revanche, contre un mec comme Ortiz étant un counter puncher et Parker étant un pressure fighter un swarmer, quoi, il combat beaucoup en volume. Je pense que son style matcherait mieux avec Ortiz, en fait. Donc, dans l'éventualité incroyable où Parker battrait Joshua et Ortiz battrait Wilder, personne ne voit venir cette issue. Le combat. Là, on aurait un match qui serait pour moi, pour le coup, très intéressant. Mais sinon, c'est vrai que c'est étonnamment parce que les gens le perçoivent pas comme ça. Mais je pense que c'est le moins bon des 4, en fait. Ouais. Mais c'est vrai, si Ortiz et Parker gagnaient. Non, tout peut arriver, mais je vois mal cette issue-là quand même. Donc vraisemblablement, ce sera une petite, pas forcément promenade de santé, mais bonne victoire pour Anthony Joshua. Et on est tous les deux d'accord, victoire par KO? Ouais, je pense. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que alors, pour le coup, Joshua n'est pas un excellent contreur, mais il sait contrer. La différence entre un contreur qui est excellent et un contreur qui est, on va dire, qui est bon mais pas excellent, c'est que le contreur qui est bon, il va juste saisir l'opportunité au moment où elle va se présenter pour contrer. Tu vois, c'est ce que fait Joshua ou même Wilder. Quand quelqu'un cherche trop à le pressurer, il va trouver le trou pour placer son contre. Tandis qu'un mec comme Ortiz, qui le distingue de ces gars-là, c'est qu'en fait, il crée les opportunités. En fait, en harcelant avec son jab, il sait exactement le prochain mouvement que la personne va faire et il va créer la collision. C'est ce qui différencie un vrai counter-puncher d'un counter-puncher qui est plutôt opportuniste, en fait. Mais je trouve que justement, le fait est que en fait, c'est Parker qui va devoir chercher les combats contre Joshua. Et je pense qu'il va se faire moucher à un moment donné en rentrant. Je pense que c'est ça qui va se passer. Bon, voilà, vous l'avez entendu sur la sueur. Et donc, il y a une question qu'on nous pose souvent sur Snapchat et sur nos autres réseaux sociaux. C'est, là, il y a les 4 gars, mais il y a aussi un autre qui n'a plus combattu depuis 2015. C'est notre très cher Tyson Fury. Qu'est-ce qui va se passer si éventuellement il revient? Il a l'air de revenir bientôt. Il a dit qu'il voudrait combattre en avril. Et dans quel état surtout il va venir? Parce que personnellement, je pense que s'il revient dans le même état dans lequel il était quand il a quitté le game, donc en 2015, il n'a pas à rougir face aux 4 gars. Ah non, il aurait largement sa place. Moi, je confie, parce que je confesse plutôt que là, je vais pas être super objectif parce que je suis un grand fan du style de Tyson Fury. C'est un mec qui a certains trucs qui sont dégueulasses dans son style, mais il y a d'autres trucs qui compensent vraiment à fond, et notamment son footwork, qui je pense c'est le meilleur du game actuel en poids lourd. En fait, il a probablement le meilleur footwork, et ce qui lui permet en fait de compenser certains de ses défauts. Donc je pense que s'il arrive en fait au même niveau qu'avant, ça pourrait faire un super match contre le vainqueur là des 4 fantastiques. Par exemple, mettons que Joshua gagne. Ouais. Mettons que Joshua gagne, parce que c'est un peu ce que tout le monde attend en fait. Si jamais tu donnes un gimme fight à Fury dans l'entretemps, un mec genre Poulev ou un mec comme ça, tu vois, qui est dans le top 10 et qui le bat, là tu crées un super fight pour la suite. Donc ça, ce serait cool. Moi personnellement, je crois pas qu'il arrivera dans le même état. Tu vois, je pense que c'est trop dur là. C'est trop dur, il revient de trop loin. Et, vraiment à ce point-là, là 3 ans, c'est beaucoup trop pour revenir au niveau auquel il était. Ouais, je pense. Bon, il est jeune, cela dit, mais je pense que c'est trop long, quoi. Enfin, c'est 3 ans, putain, 3 ans, 3 ans sans combattre. Non, c'est trop long. C'est vraiment trop long, quoi. Ah ouais. À ce point-là. Donc là, imaginons qu'ils reviennent, ils fassent aux 4, là, ça ne passerait pas. C'est au niveau physique, parce que la technique, il l'a, il se réentraîne, mais c'est vrai que physiquement, il a encore pas mal de kilos à perdre, là. Je pense qu'il pourrait quand même battre certains mecs, même s'il n'est pas au top, il pourrait peut-être battre Parker ou même, je pense, Wilder, il pourrait le battre s'il n'est pas au top, parce qu'il a un tel avantage technique en fait, et puis il est très grand, il est quand même physique, enfin, il est assez déroutant aussi comme combattant à combattre, et il est intelligent.
Mais en fait, je pense que c'est ça qui lui arriverait. Je pense que s'il revient, il va revenir, il va gagner 2-3 combats si on lui donne pas directement le super fight. Et les gens vont se dire, ah, trop cool, il est de retour et tout. Mais je pense que ce sera pas le même. Mais ça, c'est juste mon avis, en fait. Ouais. C'est juste, je me dis, putain, 3 ans, personne n'a fait ça. Enfin, à part Mohamed Ali, tu vois. Enfin, genre, personne ne s'est barré 3 ans pendant son prime et est revenu et est devenu champion ensuite, quoi. Enfin, surtout en poids lourd, c'est très compliqué. Ouais, mais c'est ça. Et donc là, petite boule de cristal, on est en novembre, donc Joshua et Ortiz ont gagné. Il se passe quoi? C'est compliqué. C'est encore plus dur à prévoir Ouais. que Wilder Ortiz. Parce que pour le coup, Wilder, en fait, la grosse inconnue, pourquoi est-ce que moi je prends pas Wilder? C'est que sa défense, elle est vraiment exécrable. Ouais. Il a vraiment une des pires défenses du jeu, tu vois. Enfin, et donc ça, c'est vraiment un truc qui passe pas contre un counter-puncher du niveau de Ortiz. Après, le problème de Joshua, c'est qu'il a pas une défense qui est tip-top non plus, mais elle est pas aussi mauvaise que celle de Wilder. Donc, et il est tellement fort physiquement, il a et aussi un autre truc, Wilder n'a jamais connu vraiment l'adversité, alors que Joshua l'a connu et il a montré qu'il avait du cœur. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plus difficile à prévoir que Wilder Ortiz. Et là, je suis infoutu de donner un pronostic, vraiment, tout à fait honnêtement. Personnellement, je pense que là, si on arrive en novembre et que Ortiz gagne, je pense que Joshua aurait plus de chance parce qu'il est plus jeune et il sera plus frais dans ce sens-là. Et puis là, il a un combat plus facile en fait contre Parker, donc il va créer un peu plus de confiance. Et donc je pense que c'est ça, tu vois. Enfin, oh là là. Donc je donnerais Joshua, mais par la décision. Je pense qu'en fait, ce qui se passerait, c'est qu'en gros, Ortiz serait pas super actif, nous ferait une Rigondo, quoi. Il serait pas super actif et il laisserait un peu le match lui filer à travers les doigts, tu vois. Enfin, mais bon, pareil, ça c'est juste de l'instinct, tu vois. Tu me demandes d'instinct ce que je pense, et ce serait ça, tu vois. Enfin, et donc là, après, on ferait quoi finalement comme combat? Parce que c'est vrai que là, on peut se dire qu'en 2018, pour les 3 prochaines années, le sort des poids lourds va se jouer. Bah, il reste Povetkin. Ouais. Ouais, non, mais bon, ça fait toujours un match. Hein. Il reste donc, il y a lui. Après, il y a sûrement d'autres personnes qui vont se révéler. Moi, Tony Yoka. Non, c'est trop tôt en fait. Mais oui, beaucoup trop tôt. Son rêve là de combattre Joshua, en fait, c'est triste, mais c'est pas que c'est impossible en fait pour lui. Je pense pas, il peut le faire s'il travaille dur, mais en fait, ce sera trop tard. Je pense qu'en fait, Joshua, il sera peut-être encore champion, mais ce sera pas le même Joshua en fait. D'accord. Parce qu'ils ont que 3 ans d'écart. Ils ont que 3 ans d'écart. Bah, c'est un peu le problème de Yoka en fait quand on réfléchit, c'est qu'il a vraiment commencé sa carrière pro sur le tard. Quoi. Parce que ça fait très longtemps qu'il boxe. Hein. Il avait déjà en 2010, il avait combattu Parker en amateur et il avait battu Parker d'ailleurs en amateur. Mais ça veut dire que Parker a eu le temps d'avoir une putain de carrière pro, tandis que lui, il a attendu vraiment le dernier moment pour rentrer. Ça peut être tout à son honneur, comme ça peut être dommage parce que peut-être qu'il va arriver lui aussi trop tard en fait. Enfin, peut-être que son prime est déjà en train de se passer alors qu'il combat des gens qui sont pas très bons, tu vois. Enfin, oh, what a statement! Non, mais c'est. Ah, vraiment à ce point-là, ouais. Bah, après, le truc, c'est qu'il n'a pas de middle-age. Il a déjà pris des KO en amateur. D'ailleurs, pour ceux qui détestent Tony Yoka, je vous conseille de regarder son combat contre Eris Landy Savon. Vous allez voir un très très beau KO d'Eris Landy Savon. Non, mais il a déjà pris des KO, mais il a pas eu des grosses guerres de malades en fait. Donc je pense que sur la jeunesse ça va. Mais le truc, c'est qu'en fait là, il est obligé de faire le passage obligé des boxeurs, c'est-à-dire de mettre des tôles à des portiers de nuit, tu vois, et à des caissiers des caissiers d'Auchan. Ouais, donc en fait, ce que je disais sur Yoka, c'est que c'est dommage, là, il est obligé de se taper les 3 ans obligatoires de montée d'hierarchie. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, en plus, son prime est en train un peu de filer. Enfin, et donc, bon, on verra, mais c'est dommage que ça arrive dans ce rythme-là, en fait. C'est la seule critique que j'ai à faire. Parce que moi, pour le coup, les critiques sur l'opposition de Yoka, je les trouve absolument pas fondées. C'est le passage obligé de tous les boxeurs. Ceux qui s'énervent pour ça, c'est qu'ils sont un peu de mauvaise foi, en fait. Parce que quand tu regardes jusqu'à très récemment Parker ou même Wilder, c'est encore pire. Ils avaient vraiment une opposition qui était très faible aussi. Enfin, donc, c'est pas ça. Enfin, après, c'est vrai que c'est le côté aussi, on en avait déjà parlé dans le podcast précédent, que ce que tous les médias faisaient autour de Yoka qui n'est pas bon pour lui. Ouais, non, c'est le problème, c'est tout le tralala qu'il y a derrière. Et ça, en fait, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Hein. Il y a la même chose aux États-Unis. En fait, c'est juste que nous, on n'a vraiment pas l'habitude de la starification comme ça des combattants. Quoi. C'est pas dans notre esprit gaulois, tu vois, d'avoir ça, tu vois, genre.
Et bon, mais il y a des mecs qui sont bons quand même, qui sortent dans les lourds. Parmi ceux, alors j'ai oublié son putain de nom, c'est atroce. C'est un Croate qui a combattu Yoka justement en demi-finale aux Jeux Olympiques, qu'il a battu, mais franchement pour le coup c'était vraiment tendu, tu vois. Et ce mec-là est archi bon, il vient de commencer sa carrière pro, il a 3 combats, et je crois 3 KO. J'ai oublié son nom, mais vous pouvez trouver rapidement en fait en cherchant un petit peu. Et ce mec-là est très très bon. Donc il y a des gens qui arrivent quand même qui sont excellents. Même le sparring partner de Joshua, là, Joe Joyce, il est très bon aussi. Il est vieux aussi, il a le même problème que Yoka, c'est-à-dire il a commencé trop tard, je trouve, sa carrière pro, mais il est très très bon aussi. Donc il y aura des opportunités, je pense, faut pas s'inquiéter. On verra dans les prochaines années. Bien, la page box est désormais refermée. Place au MMA, tu veux qu'on parle de quoi? Oh bah là, d'après ce que j'ai vu, il y a un peu une petite crise autour du combat, genre finalement qui devait se faire entre TJ Dillashaw et Demetrius Johnson, et finalement ça se dirige plus vers un Cody Garbrandt 2. Et ça, moi perso, j'arrive pas à comprendre en fait. Et Cerudo 2. Et Cerudo 2. Ouais. Qui a envie de voir ça? Je comprends pas parce qu'enfin ils arrivent à créer en fait peut-être un peu d'attraction pour ces deux KT. Clairement d'accord. Et ça m'a l'air vraiment d'être un panic move en fait. C'est-à-dire ils se sont dit putain on n'est pas réussi à être dans un terme en fait équivalent entre pour mettre tout le monde d'accord sur les questions de ceinture, sur les questions de pognon, sur les questions de ça. Donc vas-y on essaie vite fait au dernier moment de gérer un truc, tu vois, pour que les gens soient hypés. Mais ça m'a l'air vraiment très très contestable en fait. Est-ce ou ne serait-ce pas notre cher Demetrius Johnson? Parce que moi j'ai très peur que ce soit lui en fait qui refuse. Parce que c'est vrai que à chaque fois quand on voit ses posts sur les réseaux sociaux, même par rapport à ce combat-là, il a jamais été à l'initiative. Il voulait juste avoir son $1 million, mais c'est jamais lui qui a demandé ça. Il a jamais dit, une fois que j'aurai battu le record, je vais monter. Non. Lui, je pense vraiment qu'il veut rester sur son petit lopin et continuer de gagner ses $350 000 et battre le record, mais ça n'intéresse personne. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Moi, je pense que c'est un peu de tout. En fait, je pense qu'ils ne sont pas arrivés à des termes concluants pour les deux personnes. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une affaire d'ego qui doit jouer. Et il ne faut pas oublier quand même que TJ Dillashaw, il a une histoire un peu conflictuelle avec l'UFC. Ouais. Notamment pour ceux qui se souviennent de cette fameuse page de bravoure qui a été la MMA Association. Un mois, ça a duré. Vite oublié, hein, mais c'était assez intéressant. Mais il faisait partie des gens justement qui ont un peu utilisé ce véhicule pour arriver à leur fin. Il a toujours été plus ou moins dans le conflit en fait avec l'UFC. Ouais. Il leur en veut beaucoup de ne pas avoir eu l'immédiate rematch contre Dominic Cruz. Ouais. Et il se sent, alors je sais pas si c'est de la paranoïa ou à juste titre, pas assez reconnu en fait par l'UFC. Donc je pense qu'en fait c'est un peu des deux. Et là en fait on arrive à un niveau où je pense qu'on va un peu forcer la main aux deux combattants. On va leur dire bon écoute t'es gentil mais tu vas combattre machin et tu vas combattre machin, mais on va pas réussir à faire le combat que tout le monde attend, et ça je trouve ça vraiment dommage. D'autant qu'il y avait en fait une possibilité de le foutre sur la carte avec DC Stipe, tu vois. Et oui, l'UFC là ça aurait été génial quoi. Ça aurait été vraiment thématique et tout, et mais c'est dommage. Franchement, je trouve ça terrible, d'autant plus pour la catégorie flyweight, parce que Cerudo, on en avait déjà parlé, il est hyper intéressant, toujours prometteur, parce qu'il a commencé assez tard finalement le MMA, il n'y a pas très longtemps, médaille d'or au JO 2008, et là, une nouvelle défaite contre Demetrius Johnson, ça va boucher pour de bon son avenir ses espoirs de ceinture dans la catégorie. Et il partira au Rising, hein, voilà. c'est le seul truc. Mais non, mais oui, en plus, ils l'ont un peu catapulté après lui avoir donné genre le combat contre Sergio Pettis et tout. Mais en fait, dans les faits, sur ses 4 derniers combats, je crois qu'il en a perdu 2 et tout. Ouais. Donc en fait, je trouve c'est mal géré. Enfin, ces catégories sont mal gérées en fait. Le problème, c'est qu'elles tournent trop autour de leur champion en fait. On cherche trop en fait à faire de la catégorie de l'accessoire du champion, alors qu'en fait, le champion ne devrait être que l'achèvement de la catégorie, si j'ose dire en fait. Donc c'est dommage. Il y a ça, et ça c'était mon premier coup de gueule en fait, on va dire. Ouh. Et le deuxième coup de gueule, c'est l'espèce de truc là, de micmac qu'ils ont essayé de nous faire là avec Frankie Edgar contre Holloway, et puis finalement Conor McGregor c'est un cri dans le truc. J'étais genre putain, c'est pas possible quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, genre, est-ce qu'il n'y a pas un mec en public relation, tu vois, genre à l'UFC qui peut expliquer ce que c'est que ce merdier, tu vois, parce que c'est vraiment super mal géré de leur part, je trouve. Ça fait presque amateur en fait. Mais de toute façon, cette carte de l'UFC 222,
est complètement mal géré. Honnêtement, est-ce que toi tu vas la regarder en direct? Non. Pourtant, mec, Holloway, Frankie Edgar, c'est un des combats que j'attends le. Mais non, finalement, mais finalement, c'est pas ça. Mais oui, je sais, il a annulé, Edgar, tu vois, mais à la base, en fait, je veux dire, c'était le combat vraiment qui était cool, tu vois. Enfin, c'est un combat vraiment que je voulais voir, quoi. Et en plus, est-ce que du coup, c'est Frankie Edgar Rivera, c'est ça? Non, Frankie Edgar Ortega. Ortega, ouais. Bah ça c'est super con aussi. Tu vois, ça m'énerve. C'est l'art de détruire deux contenders. Exactement. Je trouve ça c'est d'autant plus pour Ortega qui est hyper jeune. Et c'est vrai que là une défaite comme ça fera un peu comme le Frankie Edgar. Rodriguez. Il y a Rodriguez, voilà. Ou comment tu brises un gars qui était en train de monter dans la catégorie. Tu te coupes aussi un marché. Et non, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre comme stratégie. Tout ça pour maintenir en fait un petit peu de profit en se disant que les gens ils vont acheter leur pay-per-view. Mais... Ouais, alors, non, mais c'est ça en fait. Je crois qu'en fait la logique est très court-termiste. Ils se disent bon, il faut un pay-per-view, il faut un main event, peu importe. Tu vois. C'est comme le truc qu'ils vont faire là entre Cyborg et Kunitsiava. Oui, c'est le main event. C'est le main event. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est le main event. Bah, ça. Je veux dire, on s'en fout quoi. Je veux dire, qui va regarder ce combat-là, enfin, pour le coup de fin. Non, parce que là, le dernier combat pour Cyborg qui était intéressant, c'était contre Nunes, quoi. Ouais. C'était ça le truc que les gens ont envie de voir. Et maintenant qu'elle a battu Holly Holm vraiment décisivement, tu vois. Et Kunitsiava, avec tout le respect que j'ai pour elle, mais on s'en tape, on n'a pas envie de la voir, quoi. Enfin... Mais quelque part, la carte est peut-être même meilleure maintenant depuis qu'il y a eu la blessure de Max Holloway, parce qu'à la base, le co-main event, c'était quand même Arlovski, Stéphane Struve. Oh, tu sais, je veux dire, dès que tu commences à foutre Arlovski sur une carte, c'est que ça sent le sapin, tu vois. Enfin, surtout dans le main event. Enfin, je veux dire, c'est très mauvais, quoi. Et même Struve, c'est pareil, c'est mauvais quand mais là, en ce moment, mec, les perspectives sont assez sombres en fin de compte pour l'UFC parce que tu regardes les prochains main events, ils font vraiment pas des masses en vie, quoi. Enfin... Non. UFC 223 tout de même, qui promet avec le Khabib Ferguson. Et Thug Rose, Johanna. Ouais, mais alors ça, il faut encore que ça se fasse parce que maintenant, ça fait quand même 3 fois qu'ils nous annulent le Khabib Ferguson. C'est un peu genre le combat qui a été maudit par les pharaons, tu vois. Genre, c'est vraiment. C'est le truc qui est pas censé se faire, tu vois. Et là, c'est maintenant ou jamais d'ailleurs. Et en parlant de ça, Dana White, que nous connaissons très bien, a dit que McGregor allait avoir sa ceinture retirée. Est-ce qu'on peut le croire à propos de ça? Je me méfie vraiment parce que pourquoi l'annoncer dans une interview avec TMZ Sports sur un trottoir Mais pourquoi il a pas déjà strip-off Conor aussi, tu vois. Enfin, s'il dit qu'il va le faire, pourquoi il le fait pas, tu vois, directement. Et dire que Ferguson est le champion, ils l'ont fait pour Whittaker, donc je vois pas pourquoi il le ferait pas pour Ferguson. Et en plus, ça rajouterait de l'enjeu au titre parce qu'en fait. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, dans le sens où si tu veux vraiment retirer le titre à Conor, t'as tout intérêt à le retirer maintenant, comme ça le combat est vraiment pour le titre entre Khabib et Ferguson. Parce que là, en gros, ce que tu vas faire, c'est Khabib gagne, il est intérimaire, ou Ferguson gagne d'ailleurs, et il est champion intérimaire, et genre 2 mois après, tu vas dire bon, comme j'ai pas réussi à m'entendre avec Conor McGregor, parce que dans les faits, c'est ça, on va dire qu'il est champion, quoi. Mais enfin, je veux dire, c'est une gestion qui me semble vraiment très mauvaise aussi, tu vois. Enfin, mais je pense, en fait, en ce moment, il se réserve une plage parce qu'à mon avis il doit être en négociation avec Conor McGregor. Oui, je pense que c'est ça. C'est juste ça. Il fait du damage control, il dit ouais je vais retirer le titre parce qu'il combat pas et ça fait chier. Mais en fait nous on sait pas ce qui se passe et je pense qu'en fait il est juste en négociation parce que il a envie quand même que Conor McGregor retourne. Enfin si c'est vraiment là il y a deux Messi pour l'UFC là cette année, c'est le retour de Conor McGregor et le retour de John Jones si jamais il n'est pas en suspension. C'est vraiment les 2 trucs qu'ils attendent à fond pour réussir à relever la barre parce que l'année s'annonce pas très bonne. Ça va être compliqué. Cependant, il y a eu quelques bonnes nouvelles au niveau matchmaking, annonce de combat. Kevin Lee Barboza. Excellent combat. Moi, je trouve ça j'adore en plus Kevin Lee. Ouais. Que c'est probablement le prochain champion en lightweight. Enfin, le temps qu'il se fasse et qu'il arrive à gérer un peu son combat, à faire un peu de métier, il est vraiment excellent. Son combat contre Ferguson était super divertissant et il a vraiment fait une belle performance. Malgré sa staph infection quand même. Et presque, je crois en plus, il a eu vraiment du mal à faire le poids. Enfin, c'était une galère et tout. Donc non, il est rentré dans les pires conditions possibles dans le combat et il a fait un combat qui était vraiment intéressant contre Ferguson. Et Barbosa, c'est toujours le truc un peu triste. C'est le mec, à mon avis, qui sera jamais un peu comme Cerrone, quoi, qui ratera toujours la dernière marche, mais qui reste quand même un des mecs les plus divertissants et les plus propres à regarder en fait dans cette caté, quoi. Enfin, donc c'est un très beau match. Moi, il y a un match qui m'intéresse.
Je sais que ça fait grincer des dents parce que les gens se disent ouais mais qu'est-ce que c'est que ce match, on en a rien à foutre. Mais c'est Verdum contre Volkov. Ouais. J'ai bien envie de le voir parce que pour moi c'est gagnant-gagnant. Si Verdum gagne, il peut s'aligner il a une free fight winning streak et il peut s'aligner pour un nouveau title shot et ce sera pas honteux. Et si Volkov gagne, Volkov il est quand même sur 3 ou 4 victoires je crois d'affilée à l'UFC. Et s'il accroche le scalp de Verdum, il est legit, et il est jeune, et il est nouveau, en fait. Donc, et tu penses qu'il peut battre Verdum ? Moi, ça me paraît être un peu trop le niveau supérieur, parce que c'est vrai qu'il y a sur 3 victoires de suite, la plus belle de ses carrières, entre guillemets, c'était contre Struve à Rotterdam. Verdum, c'est quand même un autre niveau. Non, c'est clair, il y a un bon niveau. Moi, je pense pas qu'il va gagner, honnêtement. Je pense qu'il va se faire déborder, il va perdre un peu les nerfs, un peu comme Tibura, tu vois. C'est très difficile à l'amorcer, Verdum. Il faut avoir beaucoup de sang-froid parce qu'en fait, il est pas si propre que ça techniquement. Il a plein de trous dans sa défense, notamment debout et tout. Mais le truc, c'est qu'il a une telle activité, une telle confiance que les gens, en fait, quand on est un poids lourd, en général, on a l'habitude de casser la gueule à tout le monde, en fait, quand tu t'entraînes. Et t'as pas vraiment d'opposition, surtout en MMA, il n'y a pas beaucoup de sparring partner de ton poids et tout. Et en fait, du coup, t'es fragile mentalement. Et la plupart des combattants poids lourds, ce qu'on observe, ceux qui n'arrivent jamais à dépasser en fait le top 5, c'est qu'ils ont les qualités physiques et ils ont même la technique, mais ils sont juste fragiles mentalement. Dès que quelqu'un commence un peu à les bousculer, ils vont avoir une attitude ultra timide, ils vont essayer de se protéger, ils vont rien faire en fait. Et Verdum, son jeu fonctionne essentiellement là-dessus. Il va faire beaucoup d'enchaînements, il va avancer sur toi, il va te déborder. Et en fait, toi, tu vas perdre tes nerfs et tu vas, au lieu de garder ton sang-froid et d'essayer de le contrer, ou tu pourrais le contrer un peu ce qu'a fait Stipe Miocic, en gros, tu vas te resserrer sur une attitude timide et tu vas laisser le combat te filer entre les doigts. Donc Volkov, c'est ce qui risque très fort de lui arriver. Après, moi, j'ai un truc que j'aime bien chez Volkov, c'est quand même, il est intelligent, il gère bien sa place dans le ring, et c'est le premier très grand qui combat comme un grand. Parce que la plupart des gens qui ont une grande taille à l'UFC, ils sont très mauvais. Je trouve que se sert pas du tout de cet avantage-là. C'est dingue, d'ailleurs. Non, c'est incroyable. Pourtant, il a un bon jab. Tu vois, s'il utilise son jab, par exemple, ce qu'il avait fait contre Stipe Miocic, le rare combat qu'il a gagné, c'est comme ça qu'il l'avait eu, en installant un peu son jab et en se servant pour une fois un peu de son allonge. Mais je trouve que c'est le genre de mec qui va te faire des genoux sautés, qui va du coup rentrer en corps à corps quasiment contre des gars qui vont le tuer, quoi. Enfin, parce que c'est vraiment pas sa zone. Alors que Volkov, il a ce côté. Il sait en fait gérer son combat pour installer son jab et pour installer ses kicks et tout. Il est un peu. Je pense qu'il peut créer un peu la surprise. Moi, si on me demande mon avis, 80% de chances que Verdum gagne, mais je pense qu'il peut le surprendre parce que Verdum a quand même des énormes trous dans sa défense et je pense qu'il peut peut-être le coucher en fait. Enfin, c'est possible pour moi. Enfin... Boum. Bon voilà, c'était les quelques minutes MMA. Ouais. Merci Mister. À la prochaine. On se retrouve très vite, donc d'ici une semaine et demie pour la preview de Wilder Ortiz. Ouais, pour rentrer plus dans les détails techniques. Attention, là, ça va être technique de chez technique. À la prochaine. À la prochaine. Salut. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.